Bonjour Damien. Bonjour Lily Rose. Écoute, je suis ravie, on est au Grub, on est dans un studio de podcast. C'est la première pour toi et pour moi. Donc C'est écoute, ravie d'honorer cette première fois avec toi pour parler d'un sujet. Tu vois, on a mis les éclairages en bleu derrière nous parce que pour toi, c'est ce qui te rappelle la couleur du Wim Hof et c'est vrai, ça fait vraiment couleur glace. Donc aujourd'hui, on va parler notamment de ça. On va parler de Wim Hof, on va parler de ton parcours parce que ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'en fait, tu as eu plusieurs vies avant d'arriver au Wim Hof. C'est ce que tu m'expliquais quand on avait échangé au téléphone. Donc moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ta première vie. Ce qui a fait que ça a changé, peut-être les blocages que tu rencontrais à ce moment-là quand tu te revois avec ton regard d'aujourd'hui, la personne que tu étais avant. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager justement de cette personne pour justement petit à petit arriver à ta transition, arriver à ce qui a fait ce que tu es devenu aujourd'hui, grâce notamment au Wim Hof, et on rentrera un petit peu plus en profondeur dans cette technique. Mais du coup, pour introduire cet épisode, est-ce que tu peux nous parler justement de ta première vie? Qui était Damien dans sa première vie avant que le Wim Hof, avant que d'autres techniques comme ça arrivent dans ta vie? Bien sûr. Donc, il y a quelques années, je travaillais dans l'informatique, dans un grand groupe, donc en développement. J'étais toute ma journée devant un ordinateur. J'étais aussi beaucoup de temps devant un ordinateur le soir en rentrant chez moi et le week-end. Donc, j'étais un geek en gros. Voilà, j'aimais bien les jeux vidéo, j'aimais bien passer de temps devant un ordinateur, solutionner des problèmes, créer des choses avec ma tête, solutionner. Et je l'ai fait ça pendant 7 ans. C'était un boulot captivant, intéressant. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient compétents, comment gérer un projet, comment travailler en équipe. Il y avait plein de belles choses là-dedans, mais aussi des choses qui allaient moins bien. Notamment, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé au fait que je passe beaucoup de temps devant un écran. Et j'étais peu connecté à mon corps. Du coup, je le négligeais. Et je pense que il m'a rappelé à l'ordre. J'aime bien cette idée que le corps nous parle. Quand on a des signaux corporels, que ce soit d'inconfort, de douleur, de maladie, on peut le prendre comme une fatalité ou on peut le prendre comme un apprentissage. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir cela. Dans mon cas, notamment, j'utilisais peu mon corps, j'étais beaucoup assis. Du coup, ça m'arrivait quand même d'aller profiter de la nature. Quand j'avais des amis qui me proposaient d'aller faire une randonnée. On a les Vosges, pas loin, on est à Strasbourg. Et donc une jolie montagne avec plein de nature. Et j'allais avec mes amis faire une randonnée et après il se trouvait que j'avais tellement mal aux pieds en fait que j'arrivais plus à marcher. Le fait de solliciter mon corps comme ça de façon tellement sporadique, ponctuelle. Il y avait un tel décalage avec ma vie habituelle que c'était hyper difficile, quoi. Pas forcément pendant la randonnée, on va dire. Mais tu le payais cher, je quoi, le payais presque. cher ensuite, quoi. Et c'était pas juste des courbatures, en fait. J'avais mal aux pieds, je ne pouvais plus poser mon pied par terre. Donc à un moment, je suis allé consulter une podologue qui m'a expliqué qu'en fait, j'avais le talon d'Achille très raide. Elle a mesuré comme ça la posture. Et elle m'a dit quelque chose qui a fait un peu déclic. C'est vous êtes encore jeune, étirez-vous et ça passera. Si vous étiez âgé, vous proposez des talonnettes spécifiques pour compenser cette raideur du talon d'Achille. Mais en fait, prenez soin de votre corps et ça ira mieux de par lui-même, quoi, voilà, en fait. c'est ça. Et là, ça a été un peu un déclic. Je me dis, c'est vrai. Je veux dire, je prends pas soin de mon corps. J'attends que tout m'arrive comme ça. Tu te laisses vivre un peu, je me laisse vivre. Je me pose pas de questions. Et en fait, non, un corps, ça s'entretient. C'est comme une voiture. Si tu veux pas la révision à temps, si tu changes pas les plaquettes de frein, il y a des voyants qui vont s'allumer. Voilà. Ou t'as l'accident même. Voilà le truc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter plus mon corps. Alors, il y a le yoga qui est arrivé dans ma vie, qui m'a apporté beaucoup de choses. En même temps, la méthode Wim Hof. Ok. Mais pour rester du coup juste sur cette première partie de ta vie, donc de ce que tu nous dis, donc t'étais informaticien, donc t'étais énormément sur les écrans, tu bougeais très peu, mis à part pour faire que des randos à des moments avec... De temps en temps, mais c'était 2-3 fois par an, tu vois. Ok, bon, c'est très ponctuellement. Voilà. Et
Et du coup, quelle était ta relation à toi? Est-ce que tu te qualifierais comment en termes psychiques, c'est-à-dire émotionnels, tu vois? Est-ce que tu sentais que tu te posais des questions? Est-ce que t'étais bien dans ta vie? Est-ce que tu sentais quand même que t'étais pas aligné ou tu vois? Est-ce qu'il y avait des questionnements comme ça? Est-ce que tu t'étais confiant? Tu vois, quelle était ta personnalité? Ok. On peut aller sur l'aspect psychologique. Il y a beaucoup de choses à dire aussi, Ouais. je pense. C'est vrai que c'est... Donc, si je remonte un petit peu plus en arrière à l'enfance ou l'adolescence, mes parents se sont séparés et il y avait des histoires de loyauté familiale avec notamment un rapport à l'émotionnel qui est peu démontré, surtout du côté de mon père, et peu de démonstration d'amour. Et en même temps, un aspect avec une relation compliquée avec les enfants quand j'étais enfant, c'est-à-dire mon père n'était pas accessible. C'est comme s'il estimait que j'étais un enfant, donc je pouvais pas comprendre. Donc toute l'enfance, j'ai essayé d'avoir de l'attention, d'exister, d'être aimé quelque part. Mmh. Je cherchais la reconnaissance de mon père. Et pour moi, ça a véhiculé beaucoup de manque de confiance en moi. Mmh. Et beaucoup de sentiments de pas être à ma place pendant toute l'enfance. Alors dans ma vie d'adulte, dans la première partie, celle de l'informatique, ben, c'était quelque chose qui pour moi était inconfortable. Donc j'essayais de pas le sentir. Ok. D'où les jeux vidéo, d'où aussi j'aimais bien aller boire des coups, donc l'alcool, ce genre de choses, pour m'anesthésier. En fait, mon mal-être émotionnel, le manque de confiance en moi que j'avais, et du coup, n'ayant pas de solution comme ça pour le régler, ben j'étais dans la fuite. Mmh. Et ouais, je pense que l'alcool et les jeux vidéo sont une bonne fuite. Ouais, c'est des fuites que toi t'as utilisées Voilà, pendant... c'est des fuites que moi j'ai utilisées pendant une bonne partie de ma vie. Et là, avec le recul, c'était pour pas sentir tes émotions, ta douleur, C'est ça, je pense, une certaine détresse, oui, dans mon rapport à l'autre qui était compliqué, n'ayant pas vraiment confiance en moi, comment tisser des relations saines et vertueuses et profondes, que ce soit en amitié ou même avec les femmes. Ouais. Je veux dire, ça coinçait assez rapidement. Ouais. Je veux dire, vu que j'avais un vide à combler et qui venait de l'enfance et qui était pas solutionné. Et maintenant, je pense qu'avec le recul, je sais bien en tout cas que on peut pas aller attendre de quelqu'un d'avoir une belle relation si on arrive en manque, en espérant que l'autre comble un vide qu'on a. D'abord, il faut réparer ses blessures, combler ce vide avant de pouvoir entamer une relation vertueuse. Ouais, et est-ce qu'il y a eu un événement, toi, particulier qui vraiment, ça a été un électrochoc de là, ma vie, ça me va plus, je suis plus alignée, j'ai besoin de changement, il faut que j'aille vers autre chose, je sais pas quoi. Est-ce que t'as eu une période, j'imagine que oui, une période un peu de flou, faut que ça change, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas vers où je vais, mais ça va plus. Je dirais que tout s'est aligné à peu près à un même moment dans ma vie. Il y avait cette histoire physique là, on va dire très externe sur mon rapport à mon talon d'Achille. Après, il y avait un contexte professionnel où il y avait une restructuration de l'entreprise et de plus en plus de pression, de plus en plus de stress, de plus en plus de charges et moins en moins de liens sociaux. Enfin, on était beaucoup plus dans des indicateurs, des formulaires à remplir, des choses comme ça. Donc, quelque chose qui se noue à ce niveau-là. Et sur le plan personnel aussi, j'avais une relation à l'époque qui a sombré, notamment parce que j'avais du mal à accéder à des parts de moi et à être réellement en connexion avec l'autre. Comme s'il y avait des parts de moi qui étaient difficiles, donc j'essayais de pas les vivre. Et ça m'empêchait d'être pleinement en relation avec ma compagne de l'époque. Et du coup, quand on s'est séparés, j'ai ressenti une grande détresse qui a dû aussi réactiver celle de l'enfant, tu vois, qui a pas été reconnue et tout ça. Et je me suis dit, je veux plus sentir ça. Maintenant j'avais 35 ans, il faut que je commence à travailler sur moi et que je trouve un moyen de reconnecter à moi, à mon corps, à mon émotionnel et de vivre ça pleinement pour être quelqu'un d'entier et pour juste pouvoir être en lien, vraiment. Donc cette rupture, elle t'a permis de reconnecter à une partie de toi que t'avais un peu désertée? Alors, disons que la rupture m'a pas permis de reconnecter, mais m'a fait prendre conscience que si je voulais pas répéter ces mêmes schémas et retomber dans des histoires où au final la relation n'arrive pas à se faire, s'il y a une des deux personnes qui est fermée, il faut que j'arrive à m'ouvrir. Et pour ça, il faut que je fasse un travail sur moi. Ça s'est pas fait instantanément. C'est pas le déclic de la rupture qui a fait que. Mais ça m'a donné l'impulsion. J'ai commencé à faire du chamanisme, à faire des sudation, à faire des outils qui, pour moi,
symboliser le lâcher prise, en fait. Ok. La respiration, enfin, travailler des respirations profondes, du yoga un peu plus intense pour être bien dans le corps. Ouais. Et puis, le froid est arrivé à ce moment-là aussi. Le froid, c'est un super outil pour se connecter à son corps, à son émotionnel. Et voilà, et appréhender les choses de soi-même, sans être dans la fuite. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de commencer justement ce chemin de travail sur soi, comme tu dis? Oui, ça a été difficile. Je pense, maintenant, si on parlerait d'un chemin vers la découverte de soi ou l'éveil, si on veut utiliser ce mot, pour moi, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment un chemin où on va être confronté à des choses qu'on n'a pas voulu voir. Donc, si on ne voulait pas les voir, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'elles étaient inconfortables. Et du coup, commencer à arrêter de fuir et pour dire, bon, maintenant, je vois ce truc qui est devant moi toute ma vie, j'ai choisi de tourner de dos et là, je reste devant et je vois ce qui se passe. C'est pas confortable. C'est pas confortable, mais je vois pas vraiment d'autres solutions si on veut vraiment grandir. Soit on est dans la fuite toute sa vie et la surenchère de la fuite, ou alors on accepte qu'on vit pas pleinement les choses et qu'on se coupe d'une part de nous-mêmes. Soit on dit, bon, bah maintenant, je vais prendre mon courage, oser être vulnérable, oser voir des choses qui sont pas très agréables à voir, mais avec cette idée que c'est pas par masochisme, c'est vraiment pour les dépasser. C'est subir un inconfort, se confronter à un inconfort pour créer plus de confort ensuite, pour créer plus de fluidité, plus de plénitude. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement parce que bon, personne n'aime être, je pense, dans de la difficulté, tu vois. Quand t'étais dans cette difficulté, dans cet inconfort, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a soutenu? Bah, j'ai envie de dire, c'était un peu un apprentissage que la vie m'a offert aussi. Ouais. On va dire que mes inconforts que je vivais sur le plan professionnel, sur le plan de ma relation amoureuse qui s'arrêtait et sur le plan physique, et c'était déjà à un niveau assez fort. Et au final, c'est plus fort que les inconforts d'observer mes émotions et tu vois, et d'accepter des parts de moi qui sont pas faciles à accepter. Donc, quelque part, c'est comme si la vie m'avait dit, bon, si tu règles pas ça, bah, tu vas avoir ça. Oui. Ok, bon, j'y vais. Donc, c'est un peu ça. C'est bon, bah, je vais y aller alors. J'ai envie Si d'être heureux t'insistes. en amour, j'ai envie, tu vois, d'un jour fonder une famille et tout ça. Ouais. Et voilà, et d'être en lien profondément avec quelqu'un et amicalement aussi, tu vois, d'avoir une relation pérenne et durable. Parce que c'était aussi compliqué sur ce niveau-là. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai commencé ce travail et le meilleur allié que j'ai eu, c'était le froid. Ouais. Rentrer en contact avec le froid. Et ouais, c'est ce désir d'harmonie finalement qui t'a permis de te dire, en fait, ça je le fais pour une bonne cause. En fait, c'est pour moi. En fait. Ouais. Et le froid, alors parlons-en, rentrons dans ça. Donc, on a parlé donc de ta première vie. Donc voilà, tu sentais qu'il y avait des blocages, il y avait des schémas de répétition, il y avait un manque de confiance en toi, etc. Quand le froid est arrivé dans ta vie, quelle a été ta première expérience, ou en tout cas une des expériences qui t'a marqué, où tu t'es dit, waouh, là, il se passe vraiment quelque chose? Ouais, c'était un hiver, il y a, je sais même plus 7 ans, 8 ans. Et du coup, à l'époque, je bossais les week-ends dans un bar. En plus de mon boulot de la semaine, c'était mon moyen d'avoir du lien social et l'alcool m'aidait à moins sentir encore mon angoisse quelque part. Il y avait une part de ça. Non, pour rentrer en contact avec l'autre. Et un jour, dans ce bar, il y a un hypnotiseur qui est arrivé. Et pour moi, je m'estimais assez rationnel à l'époque. Mais j'ai vu quelqu'un qui a hypnotisé des gens devant moi. Et il leur a fait croire que leur verre de bière, c'était les licornes et les catalepsies, le fait qu'ils pouvaient plus bouger le bras, ce genre de choses. Ça m'a scotché. Et surtout, j'ai été sidéré par ce qu'ils faisaient. J'ai observé avec beaucoup d'attention qu'est-ce qu'il leur disait, tout ça. Et en partant, quand il est parti, lui, moi, j'ai choisi de l'imiter. Et j'ai commencé à hypnotiser des gens. Un peu intuitivement, comme ça, par mimétisme. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais, c'était assez dingue. Moi, ça m'a décollé un peu la cervelle, si on veut. Ça m'a scotché, je me suis auto-scotché tout seul. Et du coup, j'ai eu envie de voir cette personne me former auprès de lui. À l'époque, il donnait une formation d'hypnose. Et il avait aussi fait la méthode Wim Hof. Donc, il m'a proposé de faire une initiation à la méthode Wim Hof. Ouais. Il disait que ça avait plein de bénéfices. Moi, j'avais des problèmes de confiance en moi. Il m'a dit que ça pouvait m'aider. Et du coup, j'ai eu une session individuelle chez lui. Il m'a fait respirer pendant une demi-heure. Respiration Wim Hof intense. Tu gonfles ton ventre, ta poitrine. Tu respires profondément, t'expires et tu continues comme ça.
Ouais. Et j'ai fait ça pendant une demi-heure de façon assez rapide et intense jusqu'à que mon corps vibre. Mon corps vibrait, j'avais l'impression d'avoir des fourmis, comme si je tremblais. C'est très étrange. T'étais presque dans un état modifié de conscience. Ouais, c'était pas presque. C'était complètement un état de modifié. T'étais en transe, quoi. En transe, mais réveillé en même temps, tu vois, une transe consciente. Et après... C'était la première fois que tu rentrais en transe? Comme ça? Ouais, comme ça, ouais, je pense que c'est la première fois. Et après, il m'amène dans sa salle de bain, il y avait une baignoire avec des gros blocs de glace dedans. Et puis il me dit, tu vas rentrer dans la baignoire. Et puis, mais non, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver, j'aime pas le froid, moi en hiver je chauffe à 28, tu vois, ce genre de trucs. Et il me dit, mais si, tu vas voir, tu vas calmer ta respiration, tu vas envoyer ton souffle à l'intérieur de ton corps, dans les parties du corps où c'est plus intense. Là où il y a de l'inconfort, tu vas t'auto-soutenir, tu vas t'auto-réconforter, juste en envoyant ta respiration. L'image que j'ai eue, c'était un peu la maman qui vient réconforter son petit garçon quand il s'est écorché le genou, tu vois, en disant « ça va aller, tout va bien ». Avoir cette forme d'auto-réconfortement pour soi-même. Ouais. Par la respiration, en envoyant de l'amour quelque part à son corps. Et c'est ce que j'ai fait. D'abord une main, après un orteil, et comme ça de fil en aiguille. Avant de rentrer, ça, hein? Non, dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Et l'idée, c'est que une fois que j'étais dans l'eau, il y avait une partie qui était... Enfin, mon corps est clignoté de partout, si tu veux. Ouais. C'est comme il y a les signaux d'alerte. Oui, en mode, il fait froid, voilà, c'est ça. Oui, ouais. Il m'a dit, bon, l'idée, c'est que si jamais tu prends tous les signaux qui clignotent partout, ça fait trop. Mais si je décompose, je me concentre juste sur un signal. Le petit orteil gauche. Là, il clignote. Donc, j'envoie de l'amour, j'envoie du souffle, j'envoie de la bienveillance à ce petit orteil gauche. Au bout d'un moment, le voyant, il s'éteint. Il se calme. Parce que tu l'as réconforté. Tu lui as apporté de l'attention. Voilà, de l'attention, mais dans une forme de douceur. Et du coup, après, il y a peut-être un autre voyant, la main droite, et tu vas faire la même chose, jusqu'à que le voyant s'éteigne. Et comme ça, méthodiquement, voyant après voyant, tu vas tout calmer. Et au bout d'un moment, le corps s'apaise comme ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus de voyant qui s'allume. Tout est juste éteint. Et là, tu sens juste bien. Un état de grâce. Et je suis resté quelques minutes dans cette baignoire. Au bout d'un moment, il me dit, tu peux respirer normalement. Je me dis, ah ouais, je peux respirer normalement, en fait. Parce que t'étais un peu en hyperventilation. Au début, j'étais ouais. En train d'essayer de me concentrer sur la respiration, de respirer profondément pour me focaliser sur différentes parties du corps, en hypervigilance, si on veut. Ouais. Et au bout d'un moment, il me dit, t'as plus besoin de cette hypervigilance. Là, t'es juste bien. Je fais, c'est vrai. J'ai remarqué que je répétais ça mécaniquement, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus besoin. Et après, il me propose de faire une apnée. Pas d'apnée, en habitude. Hein. Ouais. Sous l'eau glacée. D'aller sous l'eau. Et du coup, je reste 1 minute 30 sous l'eau glacée à 0 degré. Et là, je ressors et de ce bain, au final, je suis resté 17 minutes dans cette baignoire. C'est long, hein. Normalement, on fait 2 minutes dans un atelier. La première fois. La première fois, ouais. Mais bon. En tout cas, moi, ça a transformé ma vie, cette expérience. C'est comme si, par mes manques de confiance en moi, j'attendais toujours une solution un peu miracle. Comme un super-héros. J'aimais bien les super-héros, tu vois, un peu comme beaucoup de geeks, hein. Quand on a du mal à trouver sa place, voilà. On peut s'identifier à l'outsider, mais qui en même temps a un don. Et du coup, j'attendais un super-héros. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que le super-héros, il était là, à l'intérieur de moi. Et que j'avais juste à lui faire de la place, à lui faire confiance. Que je pouvais faire énormément de choses. Du coup, je suis sorti de cette baignoire. Et j'ai décidé de commencer à jouer avec le froid. À enlever le pull, la veste. C'était en novembre à l'époque. Premier hiver, moins 12. En t-shirt, à Strasbourg, en vélo. Je n'avais pas de voiture. Donc je me déplaçais qu'à vélo, il faisait moins 12. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Hein. Ouais. C'était il y a 7 ans. Et les gens me regardaient, t'es un grand malade, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas tous les gens, tous les feux rouges qui m'arrêtaient, qui me disaient, vous allez tomber malade, arrêtez. Et moi, ça m'a aidé à me positionner. C'est ça que une des plus grandes valeurs du froid, je trouve, quand on veut casser un petit peu la norme, tu vois, expérimenter les choses différemment. T'es confronté à la vision de la masse. Ouais. Tous ces gens qui ont été éduqués avec beaucoup d'amour par leur grand-mère qui leur disait peut-être mets un pull, mets une écharpe, sinon tu vas tomber malade. Et beaucoup de gens ont grandi avec ça. Et du coup, ces gens répètent ça sans se poser de questions. Ils disent juste, si on m'a appris ça, c'est que ça doit être la meilleure façon de faire. Et ben, je trouve là, il y a un décalage. Et moi, j'étais en t-shirt et je devais leur dire, non, mais je me sens super bien comme ça, en fait. Ouais. Je ne suis plus malade. Avant, j'avais des gastro tous les hivers, j'avais le nez pris tout l'hiver. Là, je me sens bien, j'ai des voies respiratoires dégagées, j'ai une pêche d'enfer et je suis plus malade. Ouais. Donc ça, c'est votre croyance. Ouais, pardon, vas-y.
Ouais, juste mettre le fait qu'il fallait se couvrir, sinon on allait tomber malade, c'était une croyance. Ouais. Et ça, c'était la leur. Et que moi, la mienne avait évolué. Ouais. Et que maintenant, je croyais au contraire que si je m'exposais de façon régulière au froid, j'étais en pleine forme, pleine Ouais. vitalité. Parce que tu t'es dit, si t'es capable de tenir 17 minutes dans dans un bain glacé, c'est que, se trimballer en t-shirt en hiver, c'est faisable, en fait. Bah ouais. T'as créé de la confiance, en fait, à cet endroit-là. Et en fait, surtout, c'est ça qui t'a aidé à reprendre confiance en toi, c'est de te dire, en fait, je suis capable, mon corps est capable. Je suis capable. Et aussi, le froid, c'est un grand miroir sur notre monde intérieur. Un miroir qui ne ment pas. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu peux faire comme si. Tu peux bomber le torse en disant non, ça va, tout va bien dans ma vie, voilà. Non, tu peux mettre des arcs-en-ciel, des licornes, tu vois, il y a des gens ils font très bien ça, alors qu'au fond tout est noué. Et voilà. Mais dans le froid, tu peux pas mentir. Quand t'es dans le froid, ou t'es clean et ça va vraiment bien, ou ça fait mal. Le froid est très inconfortable si tu restes dans les pensées, dans les boucles négatives. Si t'essayes de t'auto-lamenter, de dire que c'est de la faute de ci, de ça, de la météo, ça devient horrible. Mais dès que tu prends ton pouvoir, tu prends ta responsabilité et t'as conscience que tu peux orienter ton monde intérieur vers la chose qui va, avec l'idée que il y a toujours quelque chose qui va. Ne serait-ce qu'être vivant, avoir un cœur qui bat dans la poitrine, c'est quand même déjà super cool. C'est la magie de la vie, tu vois. Avoir un oiseau sur une branche d'arbre, un courant d'air, même en ville, tu vois, quelqu'un qui te sourit un feu rouge parce qu'il dit, mais c'est quoi ce taré qui se promène en t-shirt? Tu vois, trouver la joie, la vie, honorer la vie à chaque instant. C'est une forme de gratitude, en fait, de gratitude pour chaque instant. Et le froid, pour moi, c'était une invitation pour développer de la gratitude. Ouais. Et quand t'es dans la gratitude, tu peux pas être dans les pensées négatives. Donc ça m'a reformaté, reprogrammé mes pensées négatives. Parce que j'ai dû faire constat qu'avant ça, j'étais quelqu'un qui broyait beaucoup de noir, beaucoup dans l'auto-sabotage. Dans la rumination. Ouais, la rumination, toutes ces choses-là. Et le froid m'a nettoyé ça. Enfin, l'exposition régulière, quotidienne au froid, m'a dégagé ça en 2 ans. Ouais, ça t'a aidé à revenir dans le moment présent aussi, j'imagine, à se reconnecter à toi. Et donc, j'imagine que est-ce que chaque séance est différente finalement, ou est-ce que il y a des émotions qui peuvent ressurgir, ou au contraire, en fait, ça t'aide juste à être juste pleinement là, en fait, juste à vraiment être connecté à ton corps et à être avec ce qui est là et rien d'autre? C'est les deux. Bien sûr, c'est une invitation, c'est beaucoup plus fluide quand t'es dans l'instant présent. Et après, c'est aussi un constat que des fois, t'as mal dormi, ou t'as trop mangé la veille, ou t'as bu un peu d'alcool, et ton état physique, il est pas le même, il est pas à 100%. Donc, tu respectes aussi ton corps, et tu dis, bon, là, mon état physique, il me permet pas d'aller aussi loin que si j'avais bien dormi, si j'avais pas mangé des conneries et pas bu d'alcool. Donc, c'est aussi un feedback de plein de choses. Je pense que c'est une invitation à célébrer la vie, quoi, et à la respecter comme elle est, quoi. Bon, je sais que c'est paradoxal. Tant que tu l'as pas expérimenté, c'est dur à envisager, mais le froid, c'est énormément de douceur, en fait. Ça t'apprend la douceur avec toi-même, la douceur qui est la plus profonde qui peut exister parce qu'elle dépend pas de l'extérieur. T'attends pas d'avoir un rayon de soleil et puis le petit sofa confortable pour être bien. T'es confortable juste à l'intérieur de toi et ça suffit. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Il y a plusieurs choses aussi sur lesquelles je voudrais revenir. C'est que t'as dit, toi, ta première expérience de Wim Hof, elle a permis de rencontrer le super-héros finalement qui vivait en toi. Ce super-héros, du coup, grâce au froid, tu as réussi à lui faire de plus en plus de place. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'était une introduction, comme tu l'as dit. Ça m'a permis de le rencontrer, ce super-héros. Et après, c'était une curiosité de vouloir lui faire de plus en plus de place, aller de plus en plus souvent à sa rencontre. Donc, apprendre à le connaître, en fait, créer un lien. Et des rituels aussi, tu vois, des trucs qui l'appellent. J'ai déjà dit dans le podcast d'Émilie, je sais pas si sur l'histoire des deux loups. Ouais. Ouais, tu peux partager si tu veux. Ouais. Donc pour moi, le froid, c'est l'appel des deux loups, en fait. C'est ce conte Cherokee où il y a un petit enfant qui vit quelque chose d'émotionnellement difficile. Il est en désarroi. Il va chercher recours auprès de son grand-père au coin du feu. Il dit, papy, ça va pas, j'ai plein d'émotions, je suis noué à l'intérieur. Aide-moi, s'il te plaît. Le grand-père lui dit, oui, bien sûr, je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est qu'on a en nous, on a tous deux loups. Un loup blanc et un loup noir.
Le loup blanc qui symbolise les émotions positives de bienveillance, d'amour, de confiance. Et le loup noir qui est la peur, la colère, la jalousie. Les émotions négatives. Le petit garçon demande, mais c'est lequel des deux loups qui gagne? Ben, c'est simple. Celui qui te nourrit. Et pour moi, c'est ça. C'est, le froid, c'est appeler ces deux loups. Te mettre volontairement dans une situation où il y a quelque chose qui va se passer. Et t'as ces deux loups qui vont arriver. Et tu vas pouvoir observer lequel tu nourris. Si t'es dans l'auto-lamentation, je me cherche des excuses, tout ça, c'est le loup noir. Si t'es dans la confiance, trouver ce qui va et nourrir les valeurs positives, t'es dans le loup blanc. Et il y a rien de tel que se créer des rituels qui les appellent, je pense. Pour nourrir ce super-héros, pour créer une relation harmonieuse avec lui, il faut qu'il ait la place. Et pour avoir de la place, il faut qu'il y ait l'autre qui puisse aussi se présenter et du coup faire en conscience le choix de non, je vais nourrir le super-héros en moi. Ouais, parce qu'en fait, donc le froid, s'exposer au froid, c'est une possibilité de se confronter justement à ces deux parties de nous, et ça nous permet de voir, est-ce que là je suis en train de nourrir de l'amour de moi, est-ce que je suis dans la douceur avec moi, ou alors est-ce que je suis en train de ruminer, en train de me dire mais qu'est-ce que je fais, ou pourquoi, ou etc. Voilà. Et pour moi, c'est important de ramener de la conscience, mais pas de jugement là-dedans, tu vois. On est tous à des étapes différentes, et il y a des moments où je vais être dans la rumination. Même moi encore, après cette année de pratique, là, il y a des jours où je reste dans la rumination, où ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'arriver dans une forme de fluidité. Mais c'est ok, c'est l'être humain aussi. Ouais. On n'est pas parfait, et c'est pas parce qu'on a travaillé un certain nombre de temps qu'on vit pas des zones de difficulté. Ouais. Pour moi, la vie, c'est quand même des courbes. Peut-être avec le temps et la sagesse et les apprentissages, la courbe est un peu moins profonde dans les phases de creux et les phases de montée. Elle se lisse un petit peu, mais il y a quand même toujours des fluctuations. Enfin, pour moi, c'est la vie. Et pour reprendre sur ton parcours, donc t'as eu cette période où t'as donc découvert le Wim Hof, où du coup tu t'es mis à faire du vélo à Strasbourg en plein hiver en t-shirt. Donc ça, c'est au niveau de tes capacités, on va dire, physiques à pouvoir aller plus loin, à pouvoir faire de plus en plus de choses. Est-ce que émotionnellement, du coup, ce côté justement psychique, est-ce que tu as senti une différence dans ta manière d'appréhender la vie, dans ta compréhension du monde? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ces dimensions-là? Beaucoup. Je pense que ça a changé énormément de choses. Il y a cet aspect qu'on vient de parler sur le fait d'oser se confronter, mais pour apprendre à se connaître et pour apprendre à développer des parts de nous qu'on souhaite développer, créer l'individu que je veux être. Et pour ça, c'est pas en répétant les choses que j'ai toujours fait avant. Sinon, je reste l'individu que j'étais avant. Donc, si je veux changer, faut que je fasse des choses différemment. Donc, me mettre dans des situations où j'ai l'opportunité de révéler la plus belle part de moi-même. Et ça peut être dans l'adversité, en général. C'est dans les moments difficiles qu'on se révèle. Si on fait toujours le truc facile, on développe la part de nous qui aime la facilité et qui au final va toujours faire la même chose. Donc oser faire des choses de nouveau, des choses qui font un peu peur, et aussi ramener cette conscience. Pour moi, c'est apprendre à moins me juger, parce que je me jugeais énormément. Ouais. Quand j'étais dans le ruminement, c'est de me dire mais je suis nul en fait, qu'est-ce que je fais, je suis qu'une merde, voilà. Donc les changements que tu as sentis. Pour moi, c'est prendre goût à ne pas être tout le temps dans la facilité, à se rendre compte que pour que je connaisse ma force, faut que je lui présente des opportunités de se révéler. Ouais. J'aime bien cette idée aussi de créer des rituels tous les matins. Alors, la respiration Wim Hof est un très bon rituel, la douche froide aussi. Et pour moi, ces rituels, c'était comme me confronter à quelque chose de pas facile au réveil. Le petit moment, tu sais, où tu te réveilles, t'es dans le chaud, là, de ta couette, t'es dans le confort. T'es dans le confort complet, quoi. Et là, dans ce moment-là, où après, je suis dans le confort, que le penchant naturel serait de rester dans ce confort, au contraire, je vais créer un décalage. Okay. Une rupture. Et là, je vais aller dans une douche froide, par exemple. Et bien sûr, quand je suis dans la douche froide, il y a une partie de moi qui a pas envie du tout d'allumer le robinet de froid. Je regarde le chaud, le froid. Oh, on est bien, là. Ouais, je me dis, je vais faire la douche chaude, non. Et je me dis, non, je fais quand même la douche froide. Et ça, pour moi, c'est niveau psychique, c'est nourrir la part de nous qui fait des challenges et qui veut aussi rentrer en contact avec cette force qu'on a tous à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est un peu comme choisir de combattre une bête féroce au réveil, qui est ta flemme,
ton besoin de confort pour faire non, je veux pas ce choix-là. Je combats cette bête féroce pour montrer que je suis plus fort, que j'ai de la volonté, que je sais faire le choix qui est le plus bénéfique à long terme sur ma psyché, sur mon corps. Et voilà. Et ça devient une habitude si tu le fais tous les matins. Et si tu manges une bête féroce, si tu combats une bête féroce au petit-déj, il peut t'arriver de pire dans la journée. Ouais. Et ça, j'adorais ce petit truc. Parce que c'est vrai que si tu prends une douche froide le matin, eh ben, ta journée, elle est différente. C'est comme si les petits problèmes de la vie vont te couler dessus sans t'affecter parce que tu as déjà fait quelque chose d'une intensité plus élevée Ouais. au moment où tu as besoin de douceur, a priori. Ça t'a donné le goût de l'effort, en fait, aussi. Hein. Ouais. Ça t'a permis de te dire, de trouver ton confort dans l'inconfort, en fait. C'est vraiment ça. D'ailleurs, j'ai fait des petits t-shirts, le confort est juste un état d'esprit. Ah ouais, le confort est juste un état d'esprit. Ça, j'avais même pas lu. Voilà, c'est mes t-shirts. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est devenu Ton mantra, après. mon mantra, ouais, c'est ça. Et se rappeler ça et trouver des moments, voilà, où on se le rappelle. Ouais. Je dis pas qu'on a besoin d'être tout le temps dans le dur. Ouais. Bien sûr, on a besoin de confort et de douceur, mais pas être bloqué dans le confort et la douceur. Parce que si jamais il te faut de plus en plus de confort et de douceur pour être bien, ben ça grossit. Et au final, il y a de plus en plus de moments où t'es inconfortable. Dès qu'il y a quelque chose qui te décale un petit peu parce que tu voyages à l'étranger, parce que d'un coup, il y a quelque chose qui tombe en panne, un chauffage, une chaudière, ben c'est la fin Tu du vas monde. être vite dépassé. Tu vas le vivre mal. Ouais. Alors que tandis que si tu t'es préparé à ces fluctuations de la vie, les vicissitudes de la vie, ben quelque part, elles t'affectent beaucoup moins et la vie, elle est plus confortable, tout simplement. Ouais, du coup, toi, c'est vraiment ton ressenti par rapport à ta vie, c'est que tu vois que quelque chose, peut-être une merde, c'est le mot qui me vient, mais vraiment une grosse galère, voilà, une grosse galère qui t'arrive dans ta vie aujourd'hui, si elle t'était arrivée il y a peut-être 10 ans en arrière, tu les aurais appréhendées complètement différemment, en fait. Voilà. Disons que je me serais laissé dépasser, laissé abattre, je me serais lamenté, j'aurais dit que c'est de la faute de la société, de ci, de ça, de mes parents, de mes proches. Alors que maintenant, je suis conscient que c'est moi qui génère ma réalité et ma vie. Et du coup, même les choses impressionnantes, tu peux les gérer d'une belle manière. Tu peux les prendre comme un apprentissage. Tu peux tisser des liens. Dans l'épreuve, il y a aussi l'épreuve émotionnelle quand elle est vécue avec quelqu'un. Bah, ça crée un point de connexion aussi qu'on peut revenir après. Et maintenant, si je regarde beaucoup d'adversités que j'ai eues avec des gens, ça a créé des relations profondes aussi, quoi. Ouais, donc du coup, je trouve que la métaphore du super-héros, elle est vraiment intéressante parce que vraiment, tu cultives un pouvoir, en fait, c'est ça. C'est que là, si tu devais donner un conseil aux gens, est-ce que du coup, tu leur dirais qu'à des moments, quand ils ont le choix entre faire quelque chose de confortable ou quelque chose d'inconfortable, s'ils ont le choix, de se dire, tiens, là, je fais le choix en conscience de me mettre dans une position inconfortable. Et du coup, ça permet d'agrandir justement cette zone de confort, cette zone d'empouvoirment, quoi, un peu. Ouais, complètement. Je veux dire, on pourrait dire, faire une chose nouvelle ou une chose inconfortable par jour, c'est un bon début pour commencer. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui nous pousse là-dedans. Ouais, pour ramener plus de confort ensuite. Un bon conseil. Ouais. Ouais, donc toi, le froid, c'est ce que ça t'a vraiment permis de faire. Et si tu devais donner un conseil, du coup, à quelqu'un qui s'intéresse au Wim Hof et qui voudrait justement se lancer dans ça, qui a jamais fait et qui a peur, peut-être les peurs que tu pouvais avoir toi-même au début, de dire mais je suis pas du tout capable, etc. Ben déjà se documenter. Si jamais j'ai écrit un livre qui est disponible sur Amazon qui s'appelle Comment transformer votre vie en 10 étapes avec le froid et qui est une approche très progressive pour commencer à arriver à la douche froide et au bain froid. Ça peut être une des options. Sinon il y a pléthore de vidéos sur YouTube de gens qui donnent des conseils sur comment arriver vers le froid. Moi, ce que je conseillerais surtout aux gens qui débutent, c'est d'y aller progressivement et prendre conscience que on sait quand on est allé à la bonne épreuve seulement une fois qu'elle est finie. C'est-à-dire, il y a un moment dans le froid où on se sent bien, le moment où on a lâché prise et le corps commence à se détendre, mais ça veut pas dire que ça lui coûte pas des ressources. Donc, d'être assez vigilant au début, de pas rester des longues périodes dans le froid. Même si on tient? Même si on se sent bien. Parce qu'il y a un contre-coup qui vient après. C'est le corps qui doit se réchauffer. Et souvent, c'est plus dur après que pendant. Ok. Donc, 2 minutes pour un début, c'est déjà beaucoup. Même commencer par 30 secondes. T'as commencé par 17, toi. Mais bon, moi, j'étais inconscient. Mais t'étais accompagné. J'étais accompagné, j'étais plutôt jeune, en bonne santé. Je veux dire, bon, même si je prenais pas très soin de mon corps, mais bon,
C'est pas très raisonnable de faire ça, surtout si t'es pas accompagné. Vraiment, il y a des gens qui ont du mal à se réchauffer, et si jamais ça prend 2 heures à te réchauffer après une expérience de froid, et que tu gardes en mémoire qu'au final c'était très désagréable, ça crée pas un ancrage positif pour ta psyché. Ça crée pas une expérience positive, et du coup, tu vas hésiter à y revenir. Donc, si tu vas progressivement, déjà, t'apprends à pas nourrir ton ego, parce qu'on est tous un peu bercés dans le challenge, comme la compétition, le sport à l'école, et puis même les sports de compète, tout ça. Beaucoup de gens sont attachés à un chronomètre, on dit je veux progresser, mais la vraie progression, c'est la connaissance de soi. C'est pas un chrono, quoi. Ouais. Dans ces apprentissages, c'est apprendre à se respecter, à mesurer à quel point on se challenge, mais d'une façon qui nous aide à nous construire comme des personnes qui sont stables, fluides et la meilleure version de nous-mêmes. Pas comme la personne qui veut toujours aller, toujours plus, et qui va, au fait, se brûler. Parce que la surenchère constante, c'est la mort. Hein. On voit la planète à quel point, si on veut toujours plus, on détruit tout au final. Ouais. Puis j'aime beaucoup cette image de créer justement ce point d'ancrage, comme tu dis, ce point d'ancrage dans quelque chose qui est pas confortable, mais d'être ancré, d'être ici et maintenant, et pas d'être dans la fuite, par exemple, de son corps, d'être pleinement avec ça. Ouais. Et ce que tu me partageais aussi quand on avait échangé au téléphone, c'est que le fait de faire ça en groupe, en collectif, c'est quelque chose qui t'a aussi beaucoup apporté, le groupe. Tu voudrais dire quelques... Bien sûr. Je pense que si je continue à faire ça, là, après cette année, c'est vraiment parce que c'est magique, ce qui se passe en groupe. Déjà, j'aime beaucoup dans cette méthode le fait que ça réunit des gens très différents. Et effectivement, les sportifs qui viennent pour la compétition, pour le challenge, le dépassement, en disant qu'ils sont forts, qu'ils pourront aller plus loin, et ça les aidera à trouver encore plus de performance quelque part dans ce qu'ils font déjà. Et au contraire, il y a les gens qui ont peu confiance en eux, qui ont besoin d'un outil qui leur amène cette part d'eux-mêmes, qui est leur super-héros, qui permet de connecter, de faire une première rencontre avec ce super-héros en eux. Et du coup, il y a ces personnes, pour dire ces opposés presque, qui vont être dans le même bain, au sens propre et au sens figuré, et qui vont passer une journée ensemble. Et dans le groupe, moi, je mets en avant vraiment l'humilité et oser dire là où on en est, ce qu'on vit réellement, pour créer des liens profonds et sincères. Et du coup, quand quelqu'un ose s'exprimer sur des difficultés, ça autorise les autres à le faire. Et du coup, il y a peut-être des personnes qui vont livrer des choses qu'ils n'ont pas osé livrer à leur propre famille. Et ça, couplé au fait de vivre des épreuves marquantes, que ce soit des respirations qui te mettent dans un état modifié de conscience, ou un bain glacé dans lequel tu vas devoir trouver des ressources malgré tout, ça te connecte au groupe. Comme si on avait créé une cérémonie, comme un moment fort que les gens vont se rappeler toute la vie. Et ils se rappelleront les 6, 8, 10, 15 personnes avec qui ils l'ont fait. Comme des frères d'expérience. Et beaucoup de gens restent en contact après ces stages. Et dans les moments de difficulté, avoir un regard bienveillant qui se porte sur toi, ça fait toute la différence. Oui, puis ça doit venir réparer aussi, j'imagine, des choses à l'intérieur, non? Beaucoup de gens qui ont des problèmes, que ce soit avec leur famille ou qui ont des problèmes à rentrer en relation avec d'autres personnes aussi, trouver cette fluidité, cette sincérité de façon tellement rapide et immédiate dans un groupe, ça débloque des choses. Ouais, je vois des gens qui, en sortie de stage, ont une posture d'ouverture en dehors du stage aussi, parce qu'ils ont connecté avec ça pendant le stage. Ouais, c'est beau, ça permet vraiment de créer des liens authentiques, en tout cas, et d'aller dans la profondeur. En fait, on va profond avec soi, et vu qu'on le livre à l'autre, ça crée par réciprocité quelque chose de profond. Et je voulais savoir quel est vraiment l'enseignement, un des plus gros enseignements que le froid t'a apporté. Donc ça t'a ça t'a permis de gagner confiance en toi. Mais est-ce qu'il y a Le froid, c'est avant tout un miroir sur toi. T'inviterais au contact des choses, au contact des choses que tu vis à l'intérieur, au contact de l'environnement. C'est vraiment cette métaphore que peut-être dans une société où on a beaucoup évolué avec la technologie, la clim, le chauffage, les vêtements techniques super Gore-Tex, avec tout ce que tu veux. Quand tu vas dans le froid, tu ressens plus rien maintenant de nos jours. Avec les conditions de ski, avec tout ça. C'est un retour aux sources, le froid. Un retour à qu'est-ce que c'est qu'être vivant. Peut-être pour pallier aux excès de progrès, de technologie, revenir à un rapport plus direct aux choses, comme les animaux, comme la nature le veut, comme nos ancêtres il y a 200 ans, 500 ans.
et se rappeler qu'il y a de la beauté et il y a de la fluidité. Il y a quelque chose de bien d'être dans le contact des choses. D'avoir froid quand il fait froid, ça fait du bien. Ça nous repositionne. Ça nous fait apprécier aussi quand il fait chaud après. Et quand le soir, le paysan qui passe sa journée au champ en hiver, il y a 200 ans, hein, quand il laboure tout ça et qu'il a pas les vêtements Gore-Tex, quand il pleut, il est trempé, il a froid. Ouais. Mais après, quand il vient au coin du feu le soir, elle est content, hein. Elle est vraiment content. Il vit quelque chose. Et aussi, ça crée une forme de résilience et voilà, et d'être dans le moment présent. Quand t'es dans ta chair, quand t'es au contact du froid de l'environnement, ça te ramène à ta chair. Quand t'es emmitouflé comme ça dans une doudoune, tu sens plus rien. T'es coupé de l'environnement. T'es comme un cosmonaute sur Terre, quoi. Ouais. Tu sais pas de quel côté il vient le vent, quoi. Tandis que quand t'es en t-shirt, crois-moi, le vent en hiver, tu sais de quel côté il vient, quoi. Ouais. Et j'ai appris à trouver ça super cool. Et même en été, du coup, ça me manque un petit peu, tu vois. Je me sens un peu plus endolori, tu vois. C'est pour ça que tu fais tes stages en novembre et tout, plutôt en hiver. Toi, l'hiver, c'est devenu ta saison préférée. C'est ça. Ouais. Et même cet hiver, vu que c'était un peu doux en Alsace, je suis parti en avril, je suis parti en Norvège, du coup, pour aller chercher une petite dose de froid en plus. Ok. Voilà. Donc la plus grande leçon, c'est d'être au contact des choses. Ça nous apprend à être au contact et ça nous apprend que ça fait vraiment du bien d'être au contact des choses. Ouais. Qu'on se sent plus bien dans notre corps, mieux dans notre corps et dans notre tête. Et avec les autres, à tous les niveaux. Soyons en contact, arrêtons de nous protéger de tout et osons vivre sincèrement, en ouverture, en ouvrant notre cœur, en ouvrant notre posture, en nous ouvrant aux autres, en osant dire ce qui nous arrive vraiment à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment ok de ressentir, quoi. Voilà, c'est ok de ressentir. C'est ok de ressentir et c'est ok d'être honnête aussi par rapport à ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'apprentissage du froid. L'apprentissage du froid. Ok. Ouais. Soyez authentique, ressentir les choses et apprendre à les exprimer. Après, ça c'est peut-être d'autres étapes, mais. Ouais, après, je veux dire, les exprimer à soi déjà. Le plus grand dialogue, c'est avec soi-même. Ouais. Enfin, celui-là qu'on commence. Mais si tu commences à trouver les bons mots pour toi, pour t'auto-réconforter dans le froid, t'arrives aussi plus à être en lien avec les autres, à avoir plus d'empathie. Ouais. Quand eux, ils se sentent mal et qu'ils osent l'exprimer, si t'as l'habitude de réconforter quelqu'un, tu sais réconforter quelqu'un d'autre aussi. C'est clair. C'est clair parce que du coup, en plus, ça te permet de cultiver un dialogue intérieur dans une forme d'authenticité, de vulnérabilité. Tu vois direct la partie de toi qui va pas, en fait. C'est ça, c'est un accès direct. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu te sers de tous les apprentissages que tu as réussi à avoir dans le froid? Est-ce que ça te sert dans d'autres moments? Est-ce que ça t'arrive peut-être juste de faire des méditations pas forcément dans le froid? Et est-ce que tu sens une différence? Et est-ce que justement le fait d'avoir été au contact du froid, ça te permet d'aller peut-être encore plus en profondeur quand t'es pas au contact du froid? Bien sûr. Je pense que avant d'être au contact du froid, j'avais essayé la méditation. Pour moi, c'était impossible. J'étais trop dans ma tête. Tu vois, le hamster qui tourne. J'étais tout le temps en train de me dire, non, mais j'ai autre chose à faire. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Ça fait 30 secondes, ça fait 2 minutes, ça fait 1 heure. Alors que ça faisait peut-être, 30 secondes. Et, voilà. Donc, je tenais pas en place. Et le fait d'avoir trouvé dans l'eau glacée en premier cet état où tout se dissipe, où je suis juste dans le corps, il y a plus de pensée et que ça fait du bien, en fait. Découvrir le vide et découvrir le cadeau, la grâce du vide. Je l'ai connu dans l'eau glacée et du coup, ça m'a donné envie de le chercher en dehors aussi. Parce que je peux pas rester ma journée dans un bain glacé non plus. Oui. Donc, maintenant, je médite tous les matins. Mais c'était pas possible avant. Parce que je l'ai connu dans le froid, j'ai pu me dire que ça existait. Enfin, j'ai pris connaissance du fait que ça existait. Et du coup, c'était OK d'attendre sans rien faire sur un tapis, assis en tailleur, jusqu'à que ça vienne. Ouais. Et j'ai fait des stages de méditation. J'en ai fait plusieurs, Vipassana, les stages où on médite pendant 10 jours. Ouais. Et ça, c'était aussi une belle expérience. Mais je pense que sans avoir commencé la méthode du mouvement, j'aurais pas tenu. Ouais. J'aurais pas pu. En fait, et ça t'a montré le froid que t'étais capable de devenir frais sans rien faire et d'être au contact de ce vide. Peut-être qu'il y avait peut-être une peur du vide aussi, le mental, et je pense qu'il a peur du vide, le mental. Je vais te dire, le vide, maintenant, aujourd'hui, comment je le perçois, c'est là qu'on peut faire émerger les parts de nous qu'on a laissées un peu de côté. Parce que sinon, on est dans la distraction constante. Distraction, ça veut dire fuite, au final. Ouais. Si tu t'occupes tout le temps, c'est comme si tu fuis un prédateur. Sauf le prédateur, c'est ton intérieur. C'est le vide intérieur. Parce que tu sais que si t'arrêtes de bouger, il y a des trucs qui vont arriver et que t'as pas envie qu'ils t'arrivent. Et la méditation, pour moi, c'est ça. Et c'est faire le nettoyage. Accepter ce qui vient
Et notamment mon premier Vipassana, que j'ai fait les stages de 10 jours de méditation en silence, c'était extrêmement dur pour moi. Ah ouais, t'arrêtes. Parce que j'ai pu voir des parts de moi que j'avais pas envie de voir. Ouais. La part de colère, la part, de libido, Ouais. tu vois, qui était exacerbée dans ces moments-là. Et je me suis dit, waouh, mais est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis un pervers? Est-ce que je suis un gars qui est colérique, qui a envie de tout casser, tu vois? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou au final? Est-ce que je dois aller à l'asile, tu vois? Et Est-ce que je dois me dénoncer? Non. ouais, non, presque, tu vois, à un moment, tu te dis, mais c'est bon, internez-moi, quoi. Et parce que tu acceptes d'avoir ces parts de toi qui sont mises à jour et de les accepter quand même et de les aimer quelque part, De les intégrer. de les intégrer, c'est moi aussi. Je suis ça, mais je ne suis pas que ça. Ouais. Et du coup, c'est là qu'on découvre, je pense, l'amour de soi. Vraiment. Entier. Et t'as plus peur du vide parce que tu sais que tu peux apprendre à l'aimer. Et aussi, le vide, c'est aussi le tout à la fois. Bah, c'est la partie intégrale. C'est la globalité. Parce que si tu fuis le vide, c'est comme si tu voulais pas voir une partie de toi et que tu masquais une partie de toi. Donc, la pièce, elle est incomplète. Je pense pas qu'on peut dire aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il s'aime alors qu'il nie une partie de lui. C'est comme si je me coupais un bras et je dis, oui, j'aime tout sauf ça. Mais je m'aime. Bah, je fais, bah non, tu t'aimes pas. T'aimes ce que tu veux bien voir. Regarde un peu là, il y a ça aussi. Apprends à aimer ça et là, tu pourras dire que tu t'aimes vraiment. Complètement. Ça me fait penser à une méditation que j'ai faite il y a pas très très longtemps où je me concentrais vraiment sur tous les chakras. À un moment, et à chaque fois, je disais des mots, je regardais comment ça vibrait à l'intérieur de moi, si ça disait oui, si ça disait non, tu vois, pour voir pour cultiver mon ressenti, tu vois, et être vraiment au contact de moi. Et j'arrive au chakra du cœur et je me dis, j'aime toutes les parties de moi. Et je sens, ça dit, non, en vrai, si t'es honnête, non, ça t'aime. Ouais, si t'as les larmes qui commencent à venir, tu vois, tu dis, oula, il y a quelque chose à creuser, peut-être. Non, mais surtout, j'ai des images, tu vois, des parties de moi que je suis en mode, bah, ça j'aime pas de moi. Mais c'est moi. Du coup, tu vois, il y avait vraiment cette image un peu d'une partie de moi qui était un recroquevillé dans l'ombre et tu sais, c'était un peu la malfrat, quoi, la mise de côté, etc. Donc, non, mais c'est bien. Enfin, c'est cool d'avoir cet espace. Et du coup, pour les personnes, j'imagine, qui arrivent pas peut-être à méditer, qui disent oui, moi j'ai essayé, mais j'arrive pas. Du coup, peut-être que le froid, ça peut être aussi une porte d'entrée pour justement ouvrir cet espace. J'ai conscience ces derniers temps, parce que c'est un retour du vivant que j'ai eu de personnes que j'ai accompagnées. Donc maintenant, ça fait 7 ans que j'accompagne des gens. Je suis à plus de 2000 personnes à peu près. Et du coup, on peut retrouver ce qu'on trouve dans la méthode du vivant dans d'autres pratiques. Genre, j'ai accompagné un groupe d'apnéistes qui m'ont dit, il y en a 2-3 qui m'ont dit, en compétition à haut niveau, j'ai déjà ressenti le même état de vacuité et de bien-être qui en découle. Mais là, je l'ai retrouvé beaucoup plus facilement. Donc pour moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que on peut obtenir les états qu'on trouve avec la méthode du MOF dans le froid ou dans la respiration par de techniques de méditation, de yoga, de compétition dans certains domaines. Mais avec la méthode du MOF, c'est accessible très rapidement, quasiment instantanément pour monsieur tout le monde. Il faut pas méditer pendant 10 ans pour arriver à ce stade. Tu l'as en quelques minutes. Voilà. Et c'est ça qui est génial. C'est très accessible. C'est adapté, si je peux dire, au monde moderne qui a quand même une culture de l'immédiateté. Bah là, ça nous permet d'ouvrir des portes. Après, je dis pas que si on reste que dans ces portes, on creuse pas, mais ça les ouvre. C'est déjà ça. Donc, après, à nous d'y aller ou pas, et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur Mais ça éveille à une part de nous. Et après, il y a juste à faire confiance à cette curiosité, cet esprit de l'enfant, peut-être de jovialité, tout ça, de dire, allez, je vais explorer ce monde nouveau, maintenant que j'ai juste pris conscience qu'il existe. Ouais. Et une des dernières questions que j'ai envie de te poser, c'est du coup tout ce que tu as appris dans le froid à ce jour, comment tu arrives à le retransposer dans ta vie? Pour moi, le froid, c'est, comme je disais avant, c'est gratitude. Donc, me rappeler que je peux être en gratitude. L'idée est que si j'arrive à être en gratitude dans un bain glacé, je peux l'être quand quelqu'un il s'énerve un peu avec moi, quand il y a quelqu'un qui est en retard, quelqu'un qui qui j'ai l'impression qui réagit pas comme quand je m'attendrais, ou qui est difficile avec moi, ou des situations de la vie aussi, qu'il y a un problème technique ou quelque chose comme ça, je peux respirer aussi un coup. Et voilà, et me dire que je peux être en gratitude pour ça et trouver le beau là-dedans. Ouais, ça t'a ouvert, en fait. Ça m'a ouvert à la beauté de la vie pour moi. Voilà.
C'est beau, hein. C'est une belle cause. C'est beau pour finir. Ouais. C'est magnifique. Enfin, franchement, moi, je suis convaincue, hein. C'est bon. Quand en novembre, tu me diras, oui, je pense que je passerai faire un tour. Cool. Les dates, c'est le 1er, 2, 3 novembre. Ok. À 1 heure de Marseille, je crois. Ok. Bon, bah, voilà, je passerai. Puis s'il y a des gens que ça intéresse, hein, on leur passera le message. J'ai deux questions que j'utilise pour finir les épisodes. Le premier, c'est de savoir si t'as des ressources. Donc, t'as écrit un livre. Je crois que Wim Hof aussi, il a écrit un bouquin sur sa technique. Ouais. Est-ce que toi, au-delà de ces livres, il y a peut-être d'autres ressources qui t'ont aidé à accompagner sur ton cheminement? Donc, je pense qu'il y a l'app de la méthode Wim Hof qui est très bien aussi. Donc, c'est 2 livres que tu as cités. Le mien est celui-là de Wim Hof. Et l'app officielle de la méthode Wim Hof, elle permet d'avoir des respirations guidées qui sont calibrées sur notre capacité respiratoire indépendante de chacun. Elle est très bien faite. Voilà, ça, elle m'a longtemps accompagné. Après, moi, j'aime beaucoup ce qu'on peut trouver sur YouTube aussi. Continuer à éveiller la curiosité dans différentes choses, des podcasts, trouver des personnes inspirantes. Ouais. Pour moi, si on veut créer du beau dans la vie, il faut le nourrir. Et donc, continuer à constamment rajouter des couches de beau. Et on fonctionne par mimétisme en tant qu'être humain. Depuis l'enfant, on apprend à parler, à marcher. Encore en tant qu'adulte, même si on l'oublie. Et du coup, s'entourer auditivement, visuellement, de gens qui sont dans ces vibes-là, c'est cool, quoi. Ouais, qui nous inspirent aussi. Qui nous inspirent, voilà. Nourrir cette inspiration. Ouais, il y a un podcast que j'écoute qui dit nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons et finalement ce qu'on consomme aussi, c'est voilà. Bah, c'est indirectement des énergies en tout cas qu'on consomme. Au lieu de scroller sur TikTok, les vidéos de chat ou je sais pas quoi, on peut regarder un podcast qui nous apprend des choses et qui nous éveille à une partie de nous ou à des approches qui nous nourrissent d'une manière ou d'une autre. Ouais. Bah, si les auditeurs sont arrivés jusqu'ici, c'est qu'ils font quand même partie des personnes qui arrivent à consommer encore du contenu long. Donc, félicitations à vous. Bravo à vous. Bravo, vraiment bravo et merci. La dernière question que j'ai envie de te poser, Damien, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Donc, une terre heureuse. Un de mes objectifs dans le monde, c'est de contribuer à un monde meilleur. Ouais. Donc, je pense que la première motivation, c'est pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, accompagner des gens. C'est pour une thérapie. Une terre happy. Happy. Donc voilà, je veux contribuer à un monde meilleur. Et pour moi, c'est les gens plus conscients et plus ouverts. Laissons tomber nos armures, nos masques et osons être ce qu'on est vraiment. Osons être en lien vraiment. Osons exprimer les choses à nous-mêmes et aux autres. Et soyons là les uns pour les autres. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est juste être là pour la personne. Et pas chercher à ce qu'on va lui dire, mais juste un regard bienveillant. Quand quelqu'un a envie de déposer quelque chose, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien à régler. Il y a juste à être là. Être pleinement là. Pleinement là. Bravo. Merci beaucoup. Je suis ravie de cet épisode. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout et au plaisir de te retrouver dans le froid alors. Au plaisir de t'y accompagner. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.